Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 20 mai 2022 et on va faire un peu le point sur une semaine qui a été, on va dire, pas tellement suisse puisque principalement les marchés se sont calqués sur ce qui s'est passé à l'étranger. Alors on l'a vu qu'on a vécu une semaine extrêmement volatile sur les marchés américains. Et évidemment, c'est un peu eux qui ont donné le ton encore une fois sur le marché. Effectivement, le thème reste l'inflation, mais on voit que la Banque centrale américaine va devoir monter les taux de plus en plus vite, de plus en plus fort. On voit qu'il y a quand même deux, trois signes qui font qu'au niveau du consommateur, ça commence à bugger un tout petit peu. On l'a vu avec les histoires de Walmart, les histoires de Target, le fait que finalement tout ça est en train de partir gentiment à volo et que un peu le dernier rempart qu'on a pour l'économie mondiale, l'économie américaine, mais aussi l'économie mondiale, c'est ce côté et cet état de fait que finalement, eh bien, si le consommateur nous lâche, on n'aura plus grand-chose qui va tenir pour empêcher les marchés d'aller beaucoup plus bas. Alors on a vu deux trois scènes de panique cette semaine, des scènes de panique sur le Nasdaq évidemment. Alors nous on a la chance en Suisse d'avoir quand même une espèce de zone un petit peu de sauvetage puisqu'on reste quand même un marché un peu plus défensif et on a moins de techno que les Américains. Mais quand même, enfin, la pression s'est quand même fait sentir quand vous avez des journées à moins 4% sur le S&P 500, comme c'était le cas mercredi passé. Il est clair que du coup, eh bien, ça met la pression sur tout le monde. Et finalement, quand on regarde un petit peu la performance des marchés européens, des marchés suisses, eh bien, tout se retrouve un petit peu là-dedans. On avait, on le verra après sur les graphiques, on avait l'impression qu'il y avait un espèce de soutien qui était en train de se dessiner sur les marchés, qu'il y en avait une espèce d'espoir de voir une tendance haussière se dessiner au milieu de cette espèce de meltdown. C'est pas encore fini, mais franchement, ça commence à tourner de l'œil un petit peu de ce côté-là. Et franchement, on n'est pas à l'aise pour la suite. Alors, on va regarder les performances en détail, on va regarder quelques titres et puis voir un petit peu où on en est géographiquement sur le marché. Mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on est vraiment tiré et uniquement connecté sur ce qui se passe à l'étranger. Ça arrive souvent sur le marché suisse. Hein. Il est quand même relativement rare qu'on soit complètement déconnecté des autres marchés. On l'a vécu il y a quelques semaines, souvenez-vous, dans cette phase où tout d'un coup il y avait une espèce d'euphorie où la Suisse remontait nettement mieux que le reste. Et en ce moment, eh bien, c'est plus difficile. On est vraiment, on se contente de suivre. En plus, on a fini la période des trimestriels sur le marché suisse. On a fini les paiements de dividendes quasiment sur le marché suisse également, ce qui fait que tout d'un coup, il n'y a plus beaucoup de nouvelles. Et bien, on n'a plus qu'à se contenter de ce qui se passe un petit peu ailleurs. Alors, si maintenant on en regarde tout simplement à l'intérieur des indices qui s'est un petit peu passé, ça donne ça. Donc vous voyez que sur le contenu du SMI, eh bien, évidemment, Nestlé est la pire performance avec quasiment moins 6% sur la semaine. Et puis de l'autre côté, eh bien, c'est Crédit Suisse qui s'en sort relativement bien. On verra après, je vais faire un petit peu le tour des trois banques du SMI pour voir un petit peu où tout cela se situe. Aujourd'hui, le Crédit Suisse et UBS s'en sont bien sortis, Novartis s'en sort bien. Et puis, on voit aussi que Roche a toujours de la peine, mais ça commence à stabiliser. Je vais en reparler tout à l'heure. Sur le SLI, on retrouve les performances négatives du SLI, bien évidemment, Nestlé est toujours là. On notera aussi Sonova, dont je vais reparler aussi durant cette émission, qui perdait 3,37% sur la semaine, malgré des résultats plutôt positifs. Zurich aussi un petit peu sous pression, alors qu'elle avait une très très bonne configuration technique. On voit que le technique prend quand même pas mal d'importance ces derniers temps sur le marché. Sur les positions positives du SMI et du SLI, pardon, on a quand même Crédit Suisse de nouveau et puis le Julius Baer, Novartis, Alcon. Mais vous voyez évidemment quand on a un marché globalement qui termine bien en baisse sur la semaine, c'est difficile d'avoir beaucoup de choses positives sur les performances de l'indice. Si on compare à l'international, eh bien vous le voyez, on fait quand même partie des marchés les moins bien partis, enfin les moins bien placés sur la semaine. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu la performance sur une semaine, eh bien on se dit ouais finalement ça va pas si mal. C'est vrai que ça va pas si mal, mais si on observe le marché dans son ensemble, le renversement de tendance qui a eu lieu en milieu de semaine aux États-Unis renvoie le marché sur ses plus bas et c'est quand même
très compliqué d'être extrêmement positif pour l'instant, puisqu'on sent quand même qu'à chaque rebond, on a quand même beaucoup de vendeurs qui reviennent. On voit en ce moment clairement, et ça on l'a vu aussi sur les marchés américains, qu'on est dans une phase où on est plutôt en phase de vendre sur force plutôt qu'en phase d'acheter sur faiblesse, alors qu'on était vraiment comme ça depuis 10 mois, hein, quasiment au début de la pandémie, on était rentré dans cette espèce de mode, dès qu'il y a une faiblesse de 2-3 jours, on revient à acheter le marché, et là visiblement eh bien, on est parti dans le sens inverse, hein, et ça il faut faire attention parce que c'est un vrai changement de paradigme sur le marché. On voit que dès qu'il y a un rebond qui dure un petit peu sur 2-3 jours, et puis qu'on commence à retrouver un semblant d'intelligence et d'engouement sur le marché plutôt, à ce moment-là, boum, ça revient, on nous tape dessus, et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chiffres qui nous inquiètent, qui nous ont inquiétés, et qui probablement vont encore nous inquiéter pour plusieurs mois. On a vu pas mal de commentaires ces derniers jours aux États-Unis avec des objectifs très très bas sur les indices américains. Alors c'est un peu normal quand on a des marchés, des journées violentes à la baisse comme ça, mais effectivement, on a un petit peu cette crainte. Regardons maintenant ce que ça donne au niveau graphique. Alors, vous le voyez, ce que moi j'avais trouvé important et intéressant ces derniers temps, c'était vraiment cette zone-là qu'on retrouve, hein, cette zone de support sur laquelle le marché se battait. Hein, et finalement, quand on regarde un petit peu là où on en est aujourd'hui, eh bien, on est revenu vraiment. Il faut vraiment le dire vite, il faut vraiment y croire encore, mais pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de casser cette zone de support. Hein. Vous voyez, c'est très difficile, mais on va dire qu'aujourd'hui, sur les 11 300, ça devient quand même très très compliqué pour le SMI d'espérer cette espèce de tendance qu'on avait l'air de vouloir dessiner la semaine dernière. Donc là, on est en train de la casser. Autant vous dire que si on casse cette zone-là, eh bien, on va commencer gentiment à revenir glisser sur la pente savonneuse, qui est cette tendance baissière qu'on a là. Et si on va la traverser, je vous laisse imaginer quel est le potentiel de baisse pour aller chercher le bas de cet indice. Si on regarde un petit peu plus sur le long terme, on voit quand même cette configuration ici. Alors on sent vraiment la représentation de la faiblesse du marché en général. Avec, d'abord, on a eu ces deux tops récents sur la fin de l'année. Et puis maintenant, on voit qu'on est en train de construire vraiment une tendance descendante avec des grands mouvements. Franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Il n'y a plus rien qui supporte le marché pour l'instant. Les derniers lows qu'on a fait ces dernières semaines, enfin plutôt au mois de mars, là, autour du 7-8 mars, quand on a fait ce renversement de tendance, c'est vraiment le dernier point qui va nous servir de quoi se rattraper au mur, mais franchement ça devient vraiment très très tendancieux, et si je vais voir directement le SLI qui est un peu plus élargi, un peu plus volatile, et bien vous voyez que là effectivement, là aussi même configuration, on est déjà en train de réintégrer ce canal descendant qu'on a ici, hein, et si on réintègre le canal à ce niveau-là, eh bien, on va commencer à avoir là aussi des soucis. Vous voyez que la marge de chute est relativement importante. Les stochastiques sont vraiment très très faibles. On voit qu'il y a un manque d'engouement et il y a toutes les raisons qui pointent vers le bas. J'ai envie de dire, d'un point de vue technique, quand on voit ça, c'est vraiment pas beau du tout. Vraiment, là aussi, on retrouve, bon, c'est pas une surprise, hein, mais on retrouve vraiment cette tendance de dôme qui redescend. Voilà, je vais pas parler de head and shoulder parce que ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux quand même de trouver cette zone d'inclinaison, mais franchement, c'est pas rassurant du tout, et il faudra quand même faire très attention ces prochains temps sur les indices en général, mais ça s'applique également au reste du marché, bien sûr. Ça ne s'applique pas qu'au marché suisse, mais c'est vrai que là, on est dans une situation extrêmement délicate. Il y a peu de nouvelles, donc hein, je vous le disais, et puis quand on commence à avoir des semaines comme en ce moment où le marché se fait tirer dessus à boulet rouge, eh bien que se passe-t-il? Les gens se contentent de prendre les gros titres en Suisse, donc vous avez évidemment Roche, Novartis, Nestlé, pour leur tirer dessus, et vous tapez sur ces trois grands noms, et forcément vous avez un résultat assez intéressant à la fin. Et malgré tout ça, il y a un titre qui semble encore bien tenir. Alors effectivement, je ne veux pas non plus jouer le gars qui chaque fois vient essayer de racheter sur faiblesse, mais quand même, quand on voit les derniers chiffres qui ont été publiés, quand on voit la bonne performance de ces derniers mois sur la société, je pense quand même qu'il faut continuer à accumuler. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais regardez le graphique à l'instant, c'est le bon rush. Si on regarde le graphique du bon rush, eh bien, sans aucune nouvelle, hein, on continue à taper dessus. On a eu la mauvaise nouvelle de l'abandon de leurs médicaments la semaine dernière. Ensuite, on continue à baisser sans arrêt.
On a tenté un rebond pile poil, vraiment pile poil sur les 317 qui était un point de support. Il faut vraiment faire très attention hein, parce que techniquement, fondamentalement, ça vaut plus que ça, on est bien d'accord. Mais techniquement, cette zone-là, si ça commence à lâcher, il risque d'y avoir pas mal de gens qui vont quitter le navire. Et ça, il faudra faire très attention si ça va plus bas. Néanmoins, il faudra aussi voir sur le long terme. Aujourd'hui, on travaille quand même dans une situation très spécifique sur les marchés, avec une inquiétude générale qui fait que les gens sont en train de se dire bon, bah, il faut sortir, il faut tout vendre. Je pense que le bon rush, il faudra aussi faire très attention et venir le reprendre au bon moment quand les choses vont se calmer, parce qu'inévitablement, les choses vont se calmer et on retrouvera une certaine santé sur les marchés financiers ces prochains temps. Donc le bon rush est à mon avis quelque chose qu'il faut vraiment bien surveiller, parce qu'effectivement à la première occasion il fera partie de ceux qui vont remonter. Voilà, donc si on regarde le graphique sur les niveaux des 315-316, on peut essayer de la jouer en trading, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement si tout le reste part à volo, comme ça donne un tout petit peu l'impression quand même, eh bien Rush ne s'en sortira pas invaincu, puisque forcément il fait partie des gros poids du SMI, mais tout comme il fera partie des gros poids du SMI à la hausse. Ce jeudi, Julius Baer a publié ses résultats trimestriels. On peut pas dire que c'était exceptionnel, mais en tout cas, ce qu'on notera, c'est que la rentabilité est maîtrisée, que la masse sous gestion était un petit peu inférieure à ce qu'on attendait, ce que les analystes en tous les cas attendaient chez Julius Baer. Mais ça se passe relativement bien. Maintenant, la problématique qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble des actions et l'ensemble du marché en général, c'est que même si vous sortez des résultats fantastiques, eh bien, le marché, pour l'instant, ne l'entend pas de cette oreille et continue à taper dessus comme le reste, simplement parce qu'aujourd'hui, on a peur, aujourd'hui, on n'est pas à l'aise, et aujourd'hui, eh bien, on tire à vue, on pose pas de questions, on prend pas de prisonniers, on tire d'abord et on pose les questions ensuite. Je vous propose un tour d'orientation des trois banques suisses, des trois principales, en tous les cas, UBS, Crédit Suisse et Julius Baer, juste pour voir, elles ont toutes exactement la même configuration d'un point de vue mouvement, mais peut-être qu'il y a quelque chose à jouer si on garde un petit peu d'optimisme. C'est vrai qu'aujourd'hui le discours est relativement black sur la suite des événements, mais si on y croit encore, je pense qu'il y a peut-être encore des choses à jouer comme rebond technique, en tout cas sur les bancaires. En tout cas, on voit très bien, on va le voir, que ça a l'air de bien fonctionner au niveau des résistances et des supports. On attaque tout de suite avec Julius Baer. Alors, vous voyez clairement sur Julius Baer qu'effectivement, on a eu un sell-off monstrueux. On a eu une belle journée de vente, en tout cas hier, jeudi. Le titre finit pas au plus bas, mais en tout cas très très mal. En revanche, si on regarde juste techniquement et on fait abstraction de ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés, on est aussi en train d'essayer de tâter des niveaux de support. Et vous voyez là, alors c'est pratiquement... il y a un cas d'école, j'aime pas dire ça. Enfin, si, j'aime bien dire ça en fait, mais quand on voit aujourd'hui ce qu'est en train de nous faire Julius Baer, eh bien, elle est venue se poser directement sur les 44 et le titre a rebondi derrière. Alors, c'est pas un rebond en flagrant et c'est pas aujourd'hui que ça allait cartonner, mais en tout cas, quand on regarde les chiffres, quand on regarde ce qui est en train de se passer sur le marché, on est quand même un petit peu surpris de voir un sell-off pareil sur une journée comme ça. Elle a effacé quasiment 5 séances de hausse et puis elle est quand même parvenue à sauver les meubles pour l'instant. Alors on va surveiller clairement ces zones de support ici et là. Vous voyez très bien quoi, ça fait 3 fois qu'on vient se poser. Donc souvenez-vous, aujourd'hui pour l'instant c'est un niveau de support qui passe par le point des 44 francs suisses sur Julius Baer. Après pour le reste, on reste bien entamé dans cette tendance baissière, vous le voyez ici. Là aussi, on est venu quasiment chercher les résistances ici avant de rebaisser. Et vous voyez que dans toutes les configurations qu'on retrouve sur le graphique, on a cette tendance baissière qui est très lourde et qui est aussi assistée par la moyenne mobile des 200 jours qui passe ici, qui continue à poindre à donner une direction vers le bas. Et donc, c'est vrai que le marché est plutôt faible. Et là aussi, on voit très bien, je parlais tout à l'heure de ces ventes sur force plutôt que ces achats sur faiblesse. Ça se ressent très très bien sur Julius Baer. Pourtant, les résultats ont été publiés jeudi, alors que ça a déjà commencé à baisser mercredi avec le point haut qu'on a ici sur les 49,36. La suivante, c'est l'UBS. Alors l'UBS, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en termes de banque sur le marché suisse, bien évidemment. Aujourd'hui, elle ne fait plus grand-chose. Pour l'instant, elle tient, on va dire, cette moyenne mobile qui a highlighté ici sur la zone des 16,50 à peu près.
Elle ne fait pas grand-chose d'autre. Il faudra effectivement surveiller le fait qu'elle doit tenir ce niveau-là, les 16,50. Mais elle ne fait rien, hein. Quand on regarde l'amplitude des mouvements, c'est vraiment extrêmement serré, puisque le marché aujourd'hui, on a des points hauts à 17,20, 17,30, et puis derrière, on va au plus bas à 16,36. Donc on a 1 franc. C'est même pas valable pour faire du trading parce que vous sortez même pas avec les frais. Il faut vraiment qu'on arrive à casser cette zone-là, cette tendance, la trendline baissière qu'on a ici. Il faut qu'on arrive à la sortir vraiment. Et si on n'arrive pas à casser cette zone-là, on va se faire renvoyer en dessous. Donc à surveiller attentivement. Là aussi, quand on regarde l'environnement de marché, ça paraît presque logique de dire qu'on va aller buter. On a buté la contre et que le prochain mouvement à la suite des marchés américains, c'est une direction baissière comme ça. Ça fait un petit peu peur. Fondamentalement, c'est pas juste, on est bien d'accord. Aujourd'hui, si je prends les fondamentaux et le technique sur l'UBS, j'aurais plutôt tendance à vouloir jouer le rebond, mais c'est clair que l'ambiance générale, l'ambiance de marché, ne laisse pas présager que de bonnes choses. Néanmoins, à surveiller. Donc cette résistance à 17,30, si on venait à la casser à la hausse, je changerais mon avis, mais tant qu'on n'arrive pas à la casser, franchement, je pense que ça va continuer à peser sur le titre. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé du Crédit Suisse en disant que mon scénario était un rebond en direction des 6,80 et ensuite une vente parce qu'elle allait buter contre cette résistance ici. Et ensuite redescendre pour aller chercher les 6,17, 6,20 avant de reprendre de l'énergie pour aller casser enfin et s'éloigner de ce support qu'elle a construit après toutes ces casseroles pour aller chercher un peu plus haut. Alors, pour l'instant, le premier move, eh bien, je vais pas dire je vous l'avais dit parce que ça se fait pas, mais on est allé chercher cette zone, cette résistance, cette tendance descendante ici, et on a baissé jeudi. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à tout le reste du marché, vous voyez que le Crédit Suisse a fait une journée négative, mais on a vraiment le fait qu'il n'y a plus, hein, vous voyez cette croix qu'on voit ici qui représente un doji quand on parle de candlestick, et cette croix ici montre vraiment qu'en fait il n'y a plus de vendeurs, on n'arrive plus, chaque fois que les vendeurs viennent lui taper dessus elle baisse, mais derrière les gens viennent se racheter quand même, il n'y a plus de jus à la baisse, vraiment, et c'est fondamentalement, on connaît les histoires du Crédit Suisse, je me suis assez moqué de la société dans certaines de mes vidéos, mais là on arrive quand même à des niveaux où on est en train de voir et de montrer que finalement il n'y a plus de jus, les gens n'ont plus de trucs à vendre. Les gens qui essaient de shorter dans la journée, ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de suivi. Et ceux qui ont encore des positions en Crédit Suisse, je crois qu'ils ont passé ça par perte et profit. Et ils se disent, moi, je m'en fous, j'en ai, je les garde. On verra bien comment ça se termine sur le long terme. Donc, je continue à m'attacher à ce scénario. Et je pense que maintenant, on peut encore voir une faiblesse ces prochains jours pour aller chercher les 6... les 6,29 là en bas, 6,20, et puis ensuite espérer que ça reparte à la hausse. Ça va pas repartir à la hausse juste tout seul comme ça pour rigoler, hein. Il faudra un petit peu de nouvelles fondamentales pour que ça puisse redémarrer. Mais voilà, je suis relativement content de ce qui se passe sur le Crédit Suisse. Pas que la photo globale ait changé, mais vous voyez sur le long terme et sur la big picture, on va dire, sur 2 ans, eh bien, on était revenu sur les bas de la pandémie. On les a tapés 3-4 fois et je crois que pour l'instant, tant que ça tient là, eh bien, on a bon espoir de voir quelque chose se reconstruire sur le Crédit Suisse, surtout qu'on a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont déjà sorties. En revanche, ce serait quand même bien qu'on n'aille plus jamais en dessous des 6,14. Sinon, je ne sais pas où c'est que ça va se terminer, cette histoire. Autre action qui s'accroche à la paroi, on va dire, après des bons chiffres qui ont été publiés cette semaine, Sonova semble être assez résiliente et ne plus vouloir baisser. Alors les chiffres étaient bons. Dans la première réaction du marché, ça a tapé assez fort dessus avec l'ensemble du SMI qui baissait, c'était jeudi matin. Et puis tout d'un coup, on s'est retourné et finalement, on a l'impression qu'il y a encore un petit peu d'espoir. Les chiffres étaient bons, les commentaires de la société étaient relativement positifs, mais c'est vrai que dans cet environnement, à moins de sortir des chiffres extraordinaires, d'annoncer un takeover par Elon Musk dans 3 semaines, c'est difficile de générer l'engouement uniquement sur ces chiffres, sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, n'importe quelle société qui publierait des résultats trimestriels a un côté très défensif en disant que forcément l'avenir ne sera pas simple à gérer, et donc du coup, il y avait eu pas mal de vendeurs. Néanmoins, si on regarde ce qui se passe sur le graphique,
graphique de Sonova, on voit très bien que cette zone où nous sommes maintenant, hein, dans la zone des 317 plus ou moins, 315, c'est une zone importante. Hein. Ça fait un moment qu'on lutte quand même sur ces points-là. Plusieurs fois, c'est pas la première fois qu'on tourne autour, hein. Je veux dire, on est resté quand même pas mal de mois autour des 317 avant d'accélérer finalement, et on revient ici, et de nouveau, vous voyez, on nous refait des reversals à chaque fois qu'on arrive sur la zone des 300, 310, 317 en exagération baissière. Boum, il y a des gars qui viennent racheter. Alors je sais pas ce qui se passe derrière. Je sais pas s'il y a vraiment du fondamental ou s'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se tramer. Je sais pas. Quand ça bosse comme ça sur le marché suisse, je me dis toujours il y a des choses qui se passent, on le voit ici, on voit ces zones de support qu'on retrouve là, vraiment à plusieurs endroits. Et je sais pas, j'ai quand même l'impression, c'est comme s'il y avait des gens qui étaient mieux informés que les autres et qui savaient que de toute façon, à ces niveaux-là, eh bien, il y aurait un support indéfini, comme si quelque chose devait se passer, ou qu'il n'y avait aucune raison que ça aille plus bas. Presque comme s'il y avait un truc mécanique ou une information qu'on ne savait pas. Voilà, donc méfiance sur Sonova, méfiance à la hausse. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant et c'est une action que j'aimerais bien surveiller attentivement ces prochains jours. Si on tient effectivement cette zone des 310, 315, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Les chiffres étaient bons, soit, mais je pense qu'il y a une autre chose qui est en train de se tramer là derrière. Une question qui m'est arrivée cette semaine, dont j'aimerais aborder le sujet 5 minutes avec vous, c'est Patrick qui me pose la question en me disant qu'il se sent un peu persécuté personnellement. Il a mis récemment à l'ouverture un stop en sécurité sur Givaudan à 3460 et finalement à l'ouverture le titre perd 110 francs, il déclenche le stop loss, il se fait exercer et directement derrière le titre part à la hausse. Ça lui est arrivé exactement la même chose sur Sonova le 9 mai en fin d'après-midi et peu après le titre descend, il nettoie les stop loss et il remonte. Alors la question c'est est-ce que ça fait partie d'un complot ou est-ce que c'est parfaitement normal? Serait-il possible que des gens soient mieux informés et puissent abuser ou user des stop loss qui sont dans le marché? Le marché électronique suisse est un marché électronique qui existe depuis 96-97 par là autour, donc ça fait un moment. C'était une des premières bourses électroniques qui a été ouverte et développée. Et c'est vrai que quand vous avez des instruments des professionnels, eh bien vous avez cette possibilité de voir un petit peu ce qu'il y a dans le marché. Alors je ne sais pas où on en est aujourd'hui parce que j'ai plus les mêmes instruments que j'avais à l'époque, mais on peut largement imaginer que finalement le marché aujourd'hui a cette capacité de voir un petit peu où sont les stop loss. Et c'est vrai que ça peut aussi déclencher des mouvements comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe en général? Qu'est-ce qu'on fait techniquement? Eh bien le mécanisme est simple, hein. Vous regardez, vous observez finalement les titres ou les carnets d'ordre sont relativement maigres. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ces carnets d'ordre, quand vous avez par exemple une demande à l'achat à 310 et une demande à l'achat à 290, ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose entre deux. Donc si vous arrivez à voir qu'il y a des stop loss qui sont positionnés, bah vous allez les chercher en les déclenchant mécaniquement et vous récupérez le reliquat d'ordre en bas, entre guillemets, et ensuite ça remonte naturellement parce que les gens voient qu'il y a une aberration et vous allez directement faire un profit. Aujourd'hui c'est assez simple, je l'ai vu assez régulièrement sur les varans où il peut se passer sur les titres qui sont illiquides, des manipulations, des petites manipulations, ça arrive, donc c'est tout à fait plausible. Le problème du stop loss, si on veut bien, c'est que ça fonctionne bien, il faut simplement avoir un marché extrêmement liquide. Si vous avez un marché qui est très étroit, où il y a peu de volume à l'intérieur même du titre, comme beaucoup de gros titres en Suisse, ça pose des problèmes. Si vous regardez un gros titre américain, par exemple, où dessus vous avez des énormes volumes, vous avez des stop loss partout, évidemment, et vous avez une telle liquidité que même quand un stop loss se déclenche, il est très rare de voir un trou derrière parce qu'il n'y a plus de demande dans le marché. En revanche, sur la Suisse, comme c'est plus petit, plus étroit,
il y a un risque. Voilà. Et franchement, je l'ai vu sur des gros titres, mais peu liquides en Suisse il y a plusieurs années en arrière. On pouvait faire ce qu'on voulait, hein, rien qu'entre l'écart entre l'offre et la demande. Si vous mettiez une offre tout près du bid et vous arriviez à réduire le spread, ça faisait bouger les varons d'un côté ou de l'autre. Donc vous imaginez comment est-ce qu'on peut faire bouger un titre, c'est assez plausible. Donc je pense qu'effectivement, et ça j'ai pas la réponse définitive, mais je veux largement croire qu'aujourd'hui avec les outils informatiques qu'on a, on peut voir où sont positionnés ces stop loss. Ça me paraît largement plausible que certains traders ou certains fonds d'investissement qui sont bien équipés s'amusent à aller chercher ces stop loss, déclenchent et vont profiter de racheter des titres relativement bas. Je prends un exemple, par exemple, si vous regardez les titres américains traités en Suisse, les certificats suisses, vous avez donc des gros titres américains, mais qui ont peu de volume, parce que leur marché principal est à New York, donc ce qui fait que tout d'un coup, vous avez peu de volume. Donc vous avez tout d'un coup des prix qui sont dedans, mais si vous arrivez à faire baisser le titre tout d'un coup violemment, si vous effleurez la limite du stop loss, enfin pas du stop loss, mais de la limite stop trading, eh bien vous pouvez faire baisser le titre relativement rapidement. Des fois, vous avez des systèmes de banques, et les banques qui balancent des ordres clients dans le marché comme ça, il n'y a pas assez de liquidité, tout d'un coup ça précipite le marché en bas, et là il y a des traders qui ont l'habitude d'aller laisser traîner les ordres plus bas pour récupérer ces reliquats d'ordre qui ont juste massacré le marché sans vraiment trop y penser. Donc je pense effectivement que certains algos doivent être configurés pour aller chercher ce genre de petites choses. Néanmoins, il ne faut pas non plus croire que c'est une industrie, parce que les gains qui sont faits sur ce type d'opération ne sont pas non plus faramineux. Mais la problématique qu'on a en Suisse, eh bien c'est ça, c'est que sur certains titres, même sur des titres comme Givaudan, comme Patrick le disait, vous n'avez pas assez de liquidité, donc ce qui fait qu'il peut y avoir des accidents de parcours comme ça. De là à dire que c'est délibéré, et je ne vais pas le dire, parce qu'après on va me dire que je dis du mal, mais je pense que c'est tout à fait probable. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur ce marché suisse. On est vraiment dans une situation où la prudence reste de mise. Les fondamentaux des titres suisses aujourd'hui sont plutôt bons. Les positions où on est sur les graphiques, sur les titres suisses sont plutôt bas sur les tendances, donc plutôt à des niveaux d'achat relativement intéressants. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on fait face à une situation de marché tellement atypique, tellement bloquée et concentrée sur ce qui se passe au niveau de l'inflation, que ça ne va pas forcément dépendre du marché suisse en lui-même, ou de l'économie suisse, ou de ce que pourrait annoncer n'importe quelle grande société en Suisse, mais plutôt par la globalité du marché mondial. On ne pourra pas espérer un rebond durable et solide sur le marché suisse dans l'immédiat, tant que les craintes inflationnistes et tant que ces obsessions sur la hausse des taux aux États-Unis ne s'estompent pas. Il y a pas mal de gens qui sont en train de parler de corrections majeures. Le S&P 500 est proche d'un bear market, on le sait. Et donc, si ça se produit, eh bien, ça va continuer à mettre une certaine pression sur la Suisse. Néanmoins, pour ceux qui continuent à avoir une vision relativement long terme des marchés financiers, la Suisse reste quand même un bon placement. Et c'est aussi sur ces périodes de faiblesse qu'on peut utiliser le capital pour aller construire des positions qui seront très relutives dans le futur. N'oubliez pas de regarder les assurances, n'oubliez pas de regarder toutes ces boîtes qui payent du dividende, parce qu'aujourd'hui, il faut juste oublier immédiatement le quick trade et puis l'énorme croissance qui va faire tout d'un coup démarrer un titre à une vitesse faramineuse. Donc voilà, le message aujourd'hui reste un message de prudence. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si je suis long sur une boîte comme l'UBS ou sur une boîte comme Julius Baer, je ne suis pas très inquiet sur le moyen long terme. Maintenant, à court terme, comme on est dans ces phases de correction boursière ou de bear market dans certains pays ou certains endroits, eh bien, on a de quoi s'inquiéter. Ça peut durer un peu, et comme on l'a déjà vu et répété, un bear market, ça dure en moyenne 289 jours, mais en moyenne, ça peut durer moins, ça peut durer plus. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce Swiss Bliss. Nous sommes donc vendredi. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Swissquote francophone maintenant, et puis de liker cette vidéo et de revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull live, ainsi que le vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss. Passez une très bonne journée, un très bon week-end. Merci d'avoir été là. Bye bye.